Bonjour. Cela fait 10 ans que les apéros-contes, la scène ouverte aux conteurs organisée par Racontance, existent à Bruxelles. Alors 10 ans, cela fait des milliers de spectateurs, et puis aussi bon nombre de conteurs et conteuses de toute la francophonie. Alors la Belgique, bien évidemment, mais aussi la France et le Québec. Tous ont franchi le seuil de la fleur en papier doré, un estaminet historique de Bruxelles, connu notamment pour avoir abrité les soirées un peu arrosées du peintre Magritte et de ses amis surréalistes. Qui aurait pu imaginer, 10 ans plus tard, en 2020, qu'un petit virus nous empêcherait de sortir, d'aller au spectacle, d'aller voir du théâtre, du cinéma, d'aller écouter des contes? Alors, à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Nous avons décidé de déconfiner quelques archives vidéo, des vidéos que nous avons filmées tout au long de ces 10 ans. Alors vous allez découvrir des conteurs et des univers très différents, mais avec tout de même un fil rouge, quelque chose que vous allez retrouver, c'est-à-dire que toutes les histoires prêtent à rire ou à sourire. On en a bien besoin. Mais attention, nous sommes dans le conte et derrière l'apparente légèreté de celui-ci, il y a toujours matière à réflexion. Par exemple, tenez, avec Ahmed Afis, qui se présente comme un conteur petit producteur de bonheur, chacune de ces histoires nous mène à nous interroger sur notre mode de vie et le fonctionnement de notre société. Par exemple, ce texte que vous allez découvrir, qui nous a présenté en 2015, Le Roi Petit Loup, est toujours d'une effrayante actualité. C'est l'histoire d'un roi. Ce roi a tous les attributs de la royauté. Il a un royaume, il a un château, il a un trône, il a une couronne. On l'appelle le roi Petit Loup. Le roi Petit Loup, il a tout. Mais malheureusement, la nature ne l'a pas gâté. Il est petit, il marche comme un canard, il a un feu sur la langue. On l'appelle tous le roi Petit Loup. Le roi Petit Loup est insatisfait. Le roi Petit Loup est complexé. Il fait tout pour se faire remarquer. Il est tatoué, il a une crête, un aigle sur la tête. Et tous les jours que Dieu fait, il fait le tour de son petit royaume, de sa capitale, avec toute sa garde, toute son armée et toute sa police. Il marche devant avec suffisance, tenant au bout d'une laisse rose son animal de compagnie. Un gigantesque éléphant d'Afrique, avec des grandes oreilles, une longue trompe. Avec 2 doigts, le roi Petit Loup impressionne, étale sa puissance pour faire oublier sa petite taille. Mais dans les ruelles étroites de la cité, c'est le carnage. L'éléphant casse tout sur son passage. Étals renversés, auvents arrachés, colonnes brisées, murs démolis. Mais la population n'ose rien dire. La population est terrorisée. Elle a peur du roi Petit Loup, de son armée, de sa police et de sa garde. Et c'est comme ça, tous les jours que Dieu fait, le roi Petit Loup étale sa puissance devant une population atterrée et impuissante. Par contre, pour les enfants, l'apparition quotidienne de l'éléphant, c'est l'animation. Tous les jours, les gosses attendent avec impatience l'arrivée du pachyderme. Et dès qu'il apparaît, les gosses déboulent en courant, lui jettent des friandises, lui jettent des fruits, des biscuits, chantent, dansent. La compagnie des éléphants s'achemine pesamment, la trempe en avant, les oreilles au vent, elle s'imite militairement. 1, 2, 1, 2. Le roi Petit Loup est aux anges, le roi Petit Loup danse avec les gosses, le roi Petit Loup chante avec les gosses, le roi Petit Loup est un gosse avec les gosses. Et tout cela, devant cette population terrorisée et impuissante. Et ça a continué comme ça tous les jours, jusqu'à ce fameux jour où un gamin malicieux mit une guêpe vivante dans une coquille de noix et la jeta devant l'éléphant. L'éléphant ramasse la noix, la croque, la guêpe est libérée, elle va directement dans la trempe et il reste coincé.
Aussitôt, la folie se saisit du pachyderme, qui commence à secouer sa trompe dans tous les sens, à barrir, à faire frémir. Arrachant ses liens et tout ce qui le tient, l'éléphant commence à courir, entraînant avec lui le roi et tout son cortège, sa police, son armée, sa garde, sans piétiner, massacrer, pulvériser, éparpiller aux quatre coins de la cité, des morts et des blessés partout. C'est le massacre, la bataille est perdue, la guerre est finie, le roi a tout perdu. La population qui était aux abris sort pour constater le désastre et le carnage. Mon Dieu, une petite guêpe est arrivée au bout de ce tyran. Mais alors, c'est la fin de la tyrannie, c'est la fin de l'oppression, c'est la fin de la dictature. Ouais, ouais. Le roi des fées ramasse ses effets, récupère son toutou et rentre au château. La garde, décimée, la police en lambeaux et l'armée qui reste s'enfuit à l'étranger. On ne les verra plus jamais. Le roi Petit Loup est seul, le roi Petit Loup est tout nu. Alors la population décide de ne plus travailler, de travailler 1 heure par jour, juste ce qu'il faut pour manger, et décide de ne plus payer d'impôts, et décide d'avoir le pouvoir. Petit Loup, dans son château, tourne en rond tout seul. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Le peuple il veut plus travailler. Le peuple il paye plus d'impôts. Mais les caisses sont vides. Mon frigo est vide. Mon ventre est vide. J'ai faim. Oui, je vous assure, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Tonton, j'ai faim. Tonton? Mais voilà la solution, dit Petit Loup. Je vais voir Tonton. Il trouvera sûrement une solution pour ce problème. Tonton, c'est le parrain et le mentor de Petit Loup. C'est un vieux roi, cruel et rusé comme un renard, qui se retiré des affaires et est installé maintenant dans un château aux confins du royaume. Le lendemain matin, le roi Petit Loup, accompagné de l'éléphant, est parti voir son tonton et lui a tout raconté. Tonton est rentré dans une rage folle. Comment ça? Comment ça, ils veulent payer plus des impôts? Comment ça? Le peuple, c'est toujours le même. Hein. Écoute, hein, ils veulent le pouvoir, ils veulent le pouvoir. Hein. C'est une affaire comme moi que j'ai fait pendant des années, mon père aussi, et mon arrière-grand-père. Tu n'as qu'à prendre 2 au hasard, tu les fusilles sur la place publique et tu verras. Le reste de la population reprendra le travail vite fait, bien fait. T'as compris? Je peux pas, tonton, je peux pas. Mais enfin, tu peux pas, tu peux les pondre alors, hein, les brûler, les jeter d'un hélicoptère, les couler dans les autoroutes, hein. Je peux pas, tonton, je peux pas. Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? À cause des droits de l'homme. Des quoi? Des droits de l'homme. C'est quoi ça? Des droits de l'homme, des droits de l'homme. J'ai jamais entendu parler de ça. Je savais même pas que la maison avait des droits d'ailleurs. Hein. Si, tonton, on peut plus rien faire maintenant. On est surveillé de partout. Hein. Les ONG, les publics, les journalistes, même les gens avec leur téléphone, ils peuvent prendre des photos et même des films. Hein. Alors si on veut torturer, hein, exécuter, on doit faire ça dans Stomeling ou bien dans un autre pays. On doit délocaliser la torture. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de la femme pendant qu'on est, hein, n'importe quoi, hein. C'est tonton qui parle, hein. Les droits de la femme pendant qu'on est, n'importe quoi, hein. Ce peuple, ils sont tous les mêmes, le pouvoir. Eh ben, on va leur donner du pouvoir. Calme-toi. Je ne suis pas avec eux. J'ai des diaboliques qui va aller remettre au travail vite fait, bien fait. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Bon. Petit Loup, on va commencer par leur vendre plein de choses. Mais tonton, c'est pas acheter qu'ils doivent faire, c'est travailler. Et en plus, ils n'ont pas d'argent. Précisément, c'est ce qu'il faut, pas d'argent. Dis Petit Loup, quand tu n'as pas d'argent et tu veux acheter quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Mais veux voir tonton. Mais non, imbécile, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la banque, tu comprends? Il va à la banque emprunter de l'argent, tu comprends? Bon, maintenant tu as acheté ce que tu désires, hein? Qu'est-ce que tu fais après? Bah, je ne sais pas, moi, je vais revoir tonton. Mais non, petit con, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il rembourse, tu comprends? Il rembourse avec intérêt. D'ailleurs, il a intérêt à rembourser. Et pour rembourser, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler,
travailler là. Ils s'en fait comme des rats, enchaînés comme des forçats. Oh, tonton, mais c'est extraordinaire cette idée. C'est une idée fantastique, tonton. Tonton, t'es le champion, tonton, t'es le champion. Tonton, tonton, attends. Et s'ils ne m'achètent pas, c'est foutu. T'inquiète. On va leur donner envie. On va faire pression sur leur esprit. Ils vont courir pour acheter grâce à la publicité. Publicité. C'est imparable, incontournable, scientifique. Mais tonton, on n'a rien à leur vendre. Si, on va leur vendre la vie, la santé, le rêve. Tiens, on va leur vendre du rêve. Ça vend bien. Regarde et laisse-moi faire. Le lendemain matin, tonton Juché-Serre l'éléphant a commencé à parcourir le royaume, vendeur bonimenteur, haranguant les foules, interpellant le public. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir, venez écouter. Tonton va vous dire la vérité. Mes chers amis, la vie est courte, n'est-ce pas? Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Hein? Prenez votre futur en main. Grâce au crédit, aux emprunts, accédez aujourd'hui à la richesse de demain. Empruntez, consommez, jouissez. Plus tard, vous rembourserez. Le crédit est votre ami. Il va vous faciliter la vie. Et vous pouvez acheter tous les produits qui vont transformer votre vie. Regardez. Publicité. Madame, alors, la lessive, c'est la corvée. Oh, 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 oh. Vous êtes fatigué, lessivé, arrêtez. Voici notre publicité. C'est une machine à laver combinée, il faut pédaler pour la faire fonctionner. Ainsi, madame, vous maigrissez pendant que vous lessivez. Votre machine à laver deviendra votre institut de beauté. Publicité. Monsieur, alors toujours seul, toujours pas marié. Oh là là, vous ne trouvez pas l'âme sœur? Qu'à cela ne tienne, monsieur. Voici notre promotion, voici la solution avec notre promotion. La voiture déesse. Regardez cette beauté. C'est une voiture banale, monsieur, c'est une machine infernale. C'est une bête pour draguer. Regardez cette couleur, elle fait chavirer les cœurs. Et cette souplesse à faire tomber les princesses. Monsieur, cette voiture, c'est un aspirateur à gonzesse. Publicité, mémé, oh mémé, oh mémé, oh mémé, oh, la jeunesse est du passé, oh, la vitalité, arrêtez. Voici du pratique, les dernières nouveautés des fermes pharmaceutiques. Mémé, retrouvez votre sourire éclatant avec la pâte qui fait pousser les dents. Publicité. Oui, chers amis, le crédit est votre ami, hein? Le crédit est votre ami. Il vous permet d'acheter tous ces produits qui vont changer votre vie. Alors vous êtes vivant, alors vivez, puisque vous le méritez. Et le peuple se ruait comme un sale homme. Achète, achète, signe de traite, des reconnaissances de dette, emprunte à tour de bras, ah ça ira, ça ira, ça ira. Plus tard on remboursera. On voyait sur les routes du royaume des hordes de clients, les bras chargés de paquets, courir d'un magasin à l'autre pour ne pas rater les promotions. Des files, des attroupements, des mouvements de foule frénétiques. Le peuple est devenu avide, impatient, obnubilé par le seul souci de consommer, d'emprunter, de consommer, emprunter, consommer, emprunter, consommer, consommer. Quand les échéances sont arrivées, quand il a fallu recommencer à payer les emprunts avec intérêts et accessoires, fini de rêver au grand soir. Le réveil fut pénible. La population et le peuple s'est rendu compte que travailler 1 heure par jour n'était pas suffisant pour rembourser le paradis promis. Et surtout que le banquier, lui, est impatient d'être remboursé. Alors ils sont mis au travail. 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour, 4 heures par jour, 8 heures par jour, 12 heures par jour, 14 heures par jour. Travailler plus, pour gagner plus, pour rembourser plus. Travailler, rembourser, travailler, rembourser, travailler, rembourser, travailler, rembourser, travailler, rembourser. Arbeiten schnell! Alors, petit loup, qu'est-ce que tu en penses? Tonton, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça.
Le peuple travaille comme des bêtes. J'espère que ça va durer. T'inquiète, petit loup. Je connais la nature humaine. Mais je vois du scepticisme sur ta face. Tu te demandes comment est-ce possible? Of course it's possible. Le peuple demandait le pouvoir, ah ben on leur a donné du pouvoir. Hein. Le fameux pouvoir d'achat. La compagnie des éléphants. Ça va le plus important. Voilà, merci. Il y a parfois des contes traditionnels que l'on retrouve régulièrement au cours des soirées contées. Par exemple, l'histoire de l'homme qui n'avait pas de chance. Alors pourquoi est-ce que cette histoire attire tout particulièrement les conteurs et les conteuses? Je l'ignore. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais si on retrouve régulièrement les mêmes histoires, au bout d'un moment, ça doit devenir lassant. Eh bien pas du tout, parce que ce qui en fait le sel, c'est justement ce que chaque conteur, chaque conteuse va pouvoir faire pour se réapproprier l'histoire. Alors ici, je vais vous proposer la version des Volubiles. Les Volubiles, c'est un duo de conteuses, Anne-Lise et Barbara. Elles sont françaises, elles étaient de passage en 2013 à Bruxelles. Alors, depuis lors, eh bien, elles continuent leur carrière en France et par-delà le monde. Elles ne sont jamais revenues aux apéros, mais si vous le souhaitez les filles, n'hésitez pas, on vous attend. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Pas de chance. Ouais. Alors Pas de chance, c'est pas son surnom, non, c'est véritablement son nom. Ouais. Alors mesdames et messieurs, à votre avis, pourquoi s'appelle-t-il Pas de chance? C'est ça. Mais depuis toujours. Quand il est né, par exemple, on l'a confondu avec le placenta. Et on s'est rendu compte de la bêtise que quand on a entendu la poubelle qui pleurait. Pas de chance. À 8 ans, il écrit une lettre au Père Noël. Cher Papa Noël, je voudrais un jeu de fléchettes. Mais il se trompe dans l'orthographe du mot et il reçoit un jeu de fourchette. Pas de chance. À 13 ans, il perd un match de foot très important avec son équipe. Donc il est désespéré, il pleure sur le trottoir. Et il y a un petit garçon qui vient le voir et qui lui dit « Mais pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que t'es moche ?» Pas de chance. Alors, à 18 ans, on a cherché ce qui a pu lui arriver. Ben, on n'a pas trouvé. Pas de chance. À 25 ans, il sort de chez le dentiste après une anesthésie de la bouche. Et il monte dans le bus pour rentrer chez lui. Et là, dans le bus, il y a une fille. Waouh, superbe. Qui le quitte pas des yeux. Il se dit là, ça y est, là c'est ma chance, là je le sens, jusqu'à ce qu'il voit son reflet dans la vitre. En fait, il a la bouche grande ouverte et de la bave qui dégouline partout. C'est l'anesthésie du dentiste. Pas de chance. Alors à 30 ans, pas de chance, veut savoir pourquoi il n'a pas de chance. Oui, et pour cela, il y a deux solutions. Oui, soit il va voir le destin, soit il va voir Dieu. Mais le destin, c'est pas facile à trouver. Alors il décide d'aller voir Dieu. Et pas de chance, sort de la ville. Il arrive dans les champs. Il voit des moutons. Des chevaux. Un vol de moineaux passe en rase-mode au-dessus de sa tête. Il manque de se faire écraser par un tracteur. Ça va pas ou quoi? Chauffeur. Et puis, il pénètre dans une forêt sombre, inquiétante. Les brindilles craquent sous ses pieds. Les branches lui griffent la figure. Aïe! Une araignée lui monte sur la jambe droite. Ah, non, j'aime pas les araignées. Et là, soudain, sur une branche, il aperçoit un pingouin. Quoi? Non, je rigole. Non, au milieu des fourrés, il aperçoit une forme. Un loup. Mais un loup squelettique, famélique, avec les côtes saillantes et la langue qui pendouille. Le loup
voyant passer pas de chance. Tu vas où comme ça? Bah écoute, je vais voir Dieu. Hein. Je vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance. Oh, attends. Si tu trouves Dieu, demande-lui ce que je dois manger parce que ça va pas du tout. Je fais caca tout vert, c'est dégoûtant. Oui, oui, d'accord, je lui demanderai, mais épargne-moi les détails, s'il te plaît. D'accord. Et pas de chance, continue sa route. Ting, 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 ting. Il sort de la forêt. Ting, ting. Et puis, il aperçoit une petite maison devant laquelle il y a une femme qui pleure. Oh non, la vie c'est trop dur. Oh madame. C'est gentil. Aussi. Vas-y. Aïe, aïe, des trucs partout. Alors, toi, tu vas où comme ça, toi? Bah écoute, je vais voir Dieu et je vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance. Attends, si tu trouves Dieu, tu peux lui demander pourquoi je pleure. Parce que je pleure tout le temps, mais je sais même pas pourquoi. D'accord, je lui demanderai. Et pas de chance, continue sa route. Ting, 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 ting. Il traverse une petite rivière. Plic, ploc, ting, Et puis, au pied des montagnes, il aperçoit un arbre. Un arbre tout sec. Aucune feuille sur ses branches, avec des trous partout dans le tronc. L'arbre, voyant passer pas de chance. tu vas où comme ça, toi? Et ben moi, comme ça, je vais voir Dieu. Et je vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance. Ah oui, toi, carrément Dieu. Bah oui. Eh bien, si tu le trouves, Ouais. tu lui demandes pourquoi j'ai pas de feuilles, pourquoi j'ai des trous partout, pourquoi je suis pas beau comme tous les autres. D'accord, je lui demanderai. Merci. Et pas de chance, continue sa route. Ting, 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 ting. Il emprunte des petits sentiers. Ting, ting. Il escalade des rochers. Il passe devant la grotte d'un ours. Un ours, n'importe quoi. Un ours. Et il arrive au sommet. Et au sommet, il y a Dieu. Alors il pose les 3 questions. La question pour le loup, pour la femme, pour l'arbre. Et puis, il rentre chez lui. Non Hé, Dieu, attends Ouah. Ah là, j'ai eu de la chance. Oui, voilà. En fait, j'ai fait toute cette route-là au milieu des pingouins et des ours pour te poser cette question. Pourquoi est-ce que j'ai pas de chance? Et Dieu lui a répondu. Tu n'as pas de chance parce que tu l'as cherché. Quoi? Tu n'as pas de chance parce que tu l'as cherché. Quoi? Tu veux pas répéter? Enfin, Dieu m'explique. Quoi? a disparu. Non! Comme seul Dieu sait disparaître. Il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qu'il a dit, Dieu? Oh, et toi là, qui raconte l'histoire, tu pourrais pas le faire réapparaître? Non. Mais attends, c'est toi qui es la conteuse, non? Oui, mais je suis là pour raconter l'histoire, pas pour changer l'histoire. Alors ça, c'est vraiment pas de chance, hein? Parce que je fais cette route pour voir Dieu lui demander pourquoi j'ai pas de chance, et lui, il me répond, quoi? Que je suis à la fois le coupable et la victime de ma propre malchance? C'est vraiment pas de chance. Et pas de chance, redescendre la montagne. Ting, 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 Il passe devant la grotte de l'ours. Pas de chance, l'ours. ting, 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 ting. Il désescalade les rochers. Il désemprunte les sentiers. Ting, 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 ting. Et il arrive devant l'arbre. T'as la réponse à ma question? Oui, j'ai la réponse à ta question. Dieu m'a dit que sous tes racines, il y a un coffre rempli d'or. Alors si l'or c'est bien pour les hommes, pour les arbres ça vaut rien du tout. Hein. Mais si c'est bien pour les hommes, tu creuses, tu prends l'or pour toi. Et moi comme ça, j'ai des feuilles qui poussent et je deviens un bel arbre. Ah ouais, ça c'est une idée. Non, mais non, pas du tout. Attends, avec la chance que j'ai, hein. Je creuse. Je trouve rien. Bon, on dit que je trouve un coffre.
J'ouvre. Pouah, bah, y a rien dedans. Bon, on va aller quand même plus loin. Il y a de l'or dedans, je le mets dans un sac. Et puis je repars. Mais là, dès que j'ai le dos tourné, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va surgir des fourrés avec un grand couteau. Et puis... Et ça, pas de chance, peut pas le supporter, alors il continue sa route. Il traverse la rivière. Clop, clip, clop, clip. Et puis il arrive devant la petite maison avec la femme. Oh, vous êtes toujours là. Ça va aller mieux après. Oui, merci. Alors, la réponse. Bah ouais, Dieu m'a dit que Taka ait épousé le premier homme qui passe. Ah oui? Ouais. Bah alors, tu veux dire moi, c'est ça? Ouais. Non. Parce que imagine, je me marie avec toi et puis c'est sûr je tombe amoureux. Oui. Mais après toi tu t'ennuies et puis tu me quittes. Alors là, n'importe quoi. Non? C'est sûr. Oui, mais regarde. Tu crois pas qu'il y a d'autres hommes qui sont plus intéressants que moi? Ah. Attends, je regarde. Ouais, regarde. Regarde bien. Hein. Oui, je regarde bien. Non. Non? Non, il n'y a rien d'intéressant. Bah oui, mais si elle meurt la première, moi je vais me retrouver tout seul. Et ça, pas de chance, peut pas le supporter, alors il continue sa route. Dans la forêt, les brindilles, critch, crotch, les branches, les araignées. Pas de chance. Et enfin le loup. T'as la réponse à ma question. Ouais, Dieu m'a dit que t'as qu'à manger le premier imbécile qui passe. Le loup a noté l'information et puis il a demandé à Pas de chance comment son voyage s'était passé. Ouf. Pas de chance lui a raconté pour l'arbre. Alors, tu l'as pris, l'or? Bah non, je l'ai pas pris, attends, avec la chance que j'ai. Pas de chance lui a raconté pour la femme. Alors, tu l'as épousée? Bah non, je l'ai pas épousée avec la chance que j'ai. Et qu'est-ce qu'il t'a dit déjà, Dieu, pour Bah que t'as qu'à manger le premier imbécile qui passe. T'es sûr? Oui. Alors le loup mange à pas de chance. Pas de chance. L'Irlande, une terre de légendes et de contes, avec des histoires parfois un petit peu effrayantes. Alors aujourd'hui, en 2020, le conteur Philippe Baudot ancre la plupart de ses récits dans le terroir bruxellois. Mais lorsqu'il est venu nous voir en 2013, eh bien, il arpente les routes brumeuses de l'Irlande et nous amène une histoire pour le moins étrange et assez alcoolisée, celle de John McGuire. Et comme il s'accompagne de sa guitare, cela donne une dimension tout à fait particulière à cette histoire. Dans ce pays-là, la bière est noire, comme le charbon. Dans ce pays-là, quand il se met à pleuvoir, la pluie, elle peut vous transpercer jusqu'aux os. Dans ce pays-là, quand le vent se met à souffler, il peut rendre fou. Dans ce pays-là, il y a des poètes qui racontent des histoires tristes. Il y a des musiciens qui jouent des airs joyeux. Ce pays, c'est...
Parmi tous les musiciens qu'a compté l'Irlande, et Dieu sait s'il y en a eu, John Maguire est sans doute l'un des plus célèbres. John Maguire connaissait toutes les musiques. On l'invitait, il fallait qu'il soit de toutes les fêtes, de toutes les noces, de tous les bals. Et le plus extraordinaire, c'est que John Maguire était aveugle. Comment il avait fait pour apprendre toutes ces musiques? Alors, les gens se posaient des questions. Un musicien aussi prodigieux, aveugle. Certains racontent même que John Maguire avait signé un pacte avec le diable. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand John Maguire se mettait à raconter, à jouer son air à danser, tout le monde, même les plus empotés, même les plus boiteux, même les plus paralytiques, étaient irrésistiblement pris par la danse. John Maguire, merci Tim. Ce soir-là, John Maguire est sur une plage du Donegal. Le Donegal, c'est un des seuls comtés dont les Anglais n'ont pas voulu. Cette terre, elle est battue par les vents. L'Anglais Cromwell disait même que les arbres, ils étaient trop petits pour y pendre ces maudits Irlandais, et les lacs trop peu profonds pour les y noyer. Alors ils ont laissé ce comté aux Irlandais. Et ce soir-là, John Maguire est sur une plage du Donegal. Il s'apprête à animer une grande fête. Il y a là le maître de musique, Pete O'Sullivan. Alors le maître accueille John Maguire et dit « Hey, John Maguire, prendras-tu un verre ?» Vous savez, les musiciens irlandais qui refusent un verre sont rares. « Oui, Pete, je prendrai un verre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, John Maguire? » Je prendrai un verre de whisky. Ok. Ok, John. J'ai ici une excellente bouteille de whisky. Mais je n'ai pas de verre. Pas de problème, Pete. Ma bouche a l'exacte contenance d'un verre. C'était exact. La bouche de John Maguire avait l'exacte contenance d'un verre de whisky. Mais à son extrémité était un orifice noir qui débouchait directement dans son gosier. Et quand John Maguire s'est mis à boire la bouteille de whisky, toute la bouteille a traversé le verre naturel de Maguire pour arriver directement dans son gosier. Hey, il y a un proverbe irlandais qui dit « Quand le whisky est à l'intérieur, l'esprit est à l'extérieur. » Et c'est exact. C'est rigoureusement exact. Quand les vapeurs de l'alcool montaient dans la tête de Maguire, il a emprunté son instrument. Il a commencé à jouer son air. De lui. Tout le monde s'est mis à danser. Les poissons même sautaient hors de l'eau, les crabes virevoltaient, ils faisaient des figures sur leurs pinces, comme ça, c'était incroyable. John Maguire continuait à jouer, il avait les pieds dans l'eau. Il s'est enfoncé dans la mer et c'est là qu'il l'a vu surgissant des flots. Une femme d'une grande beauté, avec des cheveux verts comme la mer, avec des dents blanches comme la nacre, avec des lèvres rouges comme le corail. Et en plus, elle avait une voix douce comme le miel. Bienvenue à toi, John Maguire.
je suis la reine des poissons. Si tu veux m'épouser, tu deviendras le roi des poissons. Et John Maguire se sent attiré de façon irrésistible et rentre dans les flots. Et l'eau commence à monter, lui arrive jusqu'aux genoux. Et bientôt lui arrive jusqu'aux cuisses. Et il n'entend même pas les cris autour de... « Hé, Maguire, fais attention !» Une énorme vague se lève. La reine des poissons ouvre ses bras avec sa cape, fait un grand mouvement qui recouvre Maguire. Et la vague retombe. On n'a plus jamais revu John Maguire. Certains marins qui naviguent au large du Donegal racontent que certains jours, quand la mer est calme, on entend comme une musique. Cette musique semble venir du fond de la mer. On raconte même, c'est fou, que ce serait le fameux air, l'air à danser de John Maguire, le musicien aveugle devenu roi des poissons. Mais tout ça, ce sont les Irlandais qui racontent. Et ils racontent parfois des histoires bizarres. C'est le 12 février 2012 qu'elle se produit pour la toute première fois sur la scène des apérocontes. Elle va en devenir une des habituées. Ria Carbonès est une excellente conteuse dont les racines se partagent entre le Congo et la Belgique, ce qui en fait une richesse pour son art du récit. Ces spectacles sont souvent le reflet de ses préoccupations de femme et au-delà de ça, du statut de la femme dans la société. Mais ici, l'histoire qu'elle nous raconte est un peu plus étonnante, plus étrange, assez déjantée, puisque c'est l'histoire de la grossesse d'un vieil Indien. Mais derrière ce côté loufoque, n'y aurait-il pas aussi une réflexion sur la femme et la maternité ? Je vais vous emmener en Amérique. Dans la réserve qu'ont constitué les cow-boys, les Blancs. Le vieux grand-père, grande corne. Ce matin, il se tord de douleur. Il se tient le ventre, il n'en peut plus. Ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas allé à Selle. Alors, s'il y avait encore des sorciers dans la réserve, il pourrait aller en voir un homme médecine. Mais les Blancs, ils ont dit que les hommes médecine, c'est pas bien. Alors, heureusement, Grande Corne, il s'y connaît un peu en plantes médicinales quand même. Il va dans la forêt, il cueille des feuilles, des baies, il se prépare une petite infusion. Son ventre gargouille, il rote. Il a des vents, tout va bien. Sauf qu'il ne fait que ça, roter, avoir des vents et le ventre qui gargouille. Il a toujours mal au ventre. Et là, ça va vraiment plus. Alors il demande à sa vieille femme, à la grand-mère, d'aller à la ville des Blancs, qu'elle demande au médecin de venir jusqu'à la réserve. La grand-mère y va. Elle rencontre le médecin, elle lui explique les symptômes de grande corne. Sans le voir, le médecin ne peut pas décider. Et puis, il n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, le plus simple, c'est que grande corne lui donne d'abord un peu d'urine. Hein, qu'il lui donne un échantillon d'urine, il fera les analyses, et puis après, il viendra voir. Grand-mère retourne à la réserve, elle explique à grande corne, bon, très bien. Il faut attendre le lendemain, les urines du matin, dans une petite bouteille. On confie la bouteille au petit-fils. Il est jeune, plein d'entrain. Il ne fera pas long, normalement, pour arriver à la ville. D'ailleurs, il prend un raccourci, il passe par les champs, par les prés. Et dans les prés, il y a les copains qui jouent. Ah bon, la bouteille, les copains,
La décision est vite prise. Hein. Il dépose la bouteille dans un coin, il va jouer avec les copains. Le temps passe. Au soir, il se souvient de la bouteille. Il prend la bouteille, il se précipite, il trébuche, la bouteille casse pas. Mais l'urine se répand par terre. Il ne sait pas quoi faire. Il regarde autour de lui, il y a une vache. Et la vache, elle lève la queue. Ça devrait suffire. Il va à la ville, il donne l'échantillon d'urine au médecin. Le lendemain, le médecin vient à la réserve. Autour de Grande Corne, tous ses amis sont là, sa famille, on chante, on lui raconte des blagues pour essayer un peu de le distraire de son mal de ventre. Le médecin l'ausculte, hein, il prend sa tension. Bon, vous n'êtes pas malade, mais quand même vous avez un truc bizarre. Je peux vous dire, monsieur, que vous allez bientôt mettre au monde un veau. Un veau. Mais c'est très gênant, ça. Alors, qu'une femme mette au monde un veau, d'accord, elle est faite pour porter, oui, et pour accoucher surtout, mais Grande Corne, son corps, il n'est pas fait pour ça. Puis la honte qui va semer sur la famille quand il va mettre bas, non. Non, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester à la réserve, il ne peut pas rester avec sa femme. Ce qui doit lui arriver, il lui arrivera ailleurs. Il ramasse quelques affaires, il prend son sac, il s'en va. Il marche à travers la grande prairie. Il arrive à l'orée de la forêt. Il aperçoit un drôle de truc qui pend d'un arbre. Il s'approche, c'est un homme. Un homme est pendu. Il le touche, il est bien pendu. Hein, la corde attachée à une branche, oui, non. Ça arrivait dans ce temps-là, dans le Far West. Et le pendu, il a des bottes. Des belles bottes. Beau cuir, bien travaillé. Grande Corne, il n'a jamais vu d'aussi belles bottes. Et le pendu, a priori, il n'en a plus besoin. Alors, il tire après une botte, mais le sang est descendu dans les jambes, dans les pieds ont gonflé, impossible de sortir la botte. Peut-être qu'il n'a plus besoin de ses jambes non plus, le pendu. En Grande Corne, il prend son couteau, il coupe les deux pieds, juste à ras des bottes, il met les bottes dans son sac, et il part. Au soir, il arrive à une ferme. Il y a un jeune couple de blancs qui tiennent la ferme. On l'accueille très gentiment. Et il dit qu'il a mal au ventre, mais il n'ose pas vraiment dire pourquoi il a mal au ventre. La femme lui propose à manger, mais non, ça va vraiment pas. Il est incapable d'avaler quoi que ce soit. Alors, le fermier lui propose un verre d'eau de vie. Ouais, il goûte. C'est bon. Un deuxième. Un troisième, un quatrième, et là le ventre il commence à travailler. Ah, Grande Corne sent que le moment est venu. Mais ça il peut pas le faire devant les fermiers blancs non plus. Ah, il fait noir, ben il sort. Et là il sort tout. Par devant, par derrière, mais tout lui sort de partout. Il est soulagé, il est saoul, il s'effondre dans la paille de la grange. Et s'endort. Le lendemain, il est réveillé par quelque chose d'humide qui lui lèche le visage. Et il ouvre les yeux, c'est un veau. Il se redresse, il regarde son fils. C'est fantastique, et en plus, il sent rien, quoi. Son corps, il est toujours impeccable, c'est génial. Bon, il est fier, oui, il est fier d'avoir fait ça. Mais quand même, il ne peut pas le ramener à la réserve, son fils. Il fait quelques petits tapotements, il part sur la pointe des pieds, il ne faudrait pas qu'il le suive, surtout. Il rentre. Le fermier, quelque temps après, il se réveille, il va dans la grange, il va voir comment se porte le vieil Indien.
Il ne le trouve pas. Et son sac est là, défait, et le veau lèche des bottes. Et dans les bottes, il y a des jambes. Le fermier, il retourne dans la ferme, il crie à sa femme, « Et Jane, le veau, c'est un cannibale, il a bouffé le vieil indien, faut le tuer !» Il prend son fusil, il tue le veau. Pendant ce temps, vieille corne, grande corne, il est de retour à la réserve. Alors, il explique à sa femme le beau veau qu'il a mis au monde. Ah, vraiment, il est heureux. Mais tu sais, ma femme, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse tante à part. Parce que vraiment, faire l'amour avec toi, c'est trop dangereux. Je pourrais jamais supporter une autre grossesse. Cindy Sneesens a gardé dans son regard le côté déluré, insoumise, passionné de son adolescence. Elle aime raconter des histoires un peu coquines, et celle que vous allez pouvoir découvrir est probablement son histoire fétiche. En tout cas, elle la porte en elle et la raconte régulièrement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne la raconte jamais de la même manière. Ce ne sont jamais les mêmes mots, ce ne sont jamais les mêmes intonations, c'est toujours totalement différent. Une vraie conteuse, quoi. Alors, comment vous dire? Celle dont je vais vous raconter l'histoire, ce n'est plus une jeune fille, mais ce n'est pas non plus une vieille femme. C'est une vieille fille, vous voyez. Une vieille fille qui vit dans sa maison toute proprette, avec plein de cuivre brillant partout sur les étagères. C'est sa passion dans la vie, c'est faire briller ses cuivres. Du matin jusqu'au soir, elle frotte. Et puis sa deuxième passion, c'est la plus importante pour l'histoire, c'est son chat. Minou. Elle l'appelle Minou. Dès le lever, bon, elle prépare d'abord sa tisane, bol fumant, elle est assise à table, et puis Minou. Et lui, il arrive, il ronronne, il se frotte contre ses jambes. Tout au long de la journée, à 11h15, à midi, à 13h, à 15h, Minou vient se frotter à 17h, jusqu'au moment préféré de la vieille fille, le moment du coucher. Là, il y a un rituel. C'est elle la première qui va dans la chambre. Elle laisse la porte entrebâillée. Elle s'allonge dans ses lits de coton blanc. Elle est face à la porte. Derrière elle, les persiennes entr'ouvertes. Et au moment où la lune vient se glisser à travers les persiennes et éclairer l'entrebâillement de la porte, à ce moment précis, elle fait « Minou !» Et lui, avec une lenteur agaçante et délicieuse en même temps. D'abord une petite patte qui passe dans l'entrebâillement, une patte noire. Et voilà que la tête ébouriffée, l'œil vert et l'œil bleu apparaissent dans la lumière de la lune. Il marche doucement, il ondule en ronronnant jusqu'au pied du lit de la vieille fille. Et là, d'un bond léger, il atterrit à côté d'elle. Et puis d'abord, dans son cou, il vient ronronner, en se frottant comme savent bien faire les minous. Et puis, dans sa gorge, il vient ronronner. Puis il pétrit un petit peu entre les deux seins fort, fort généreux de la vieille fille. Puis il y ronronne un petit peu. Et puis c'est dans le mou de son ventre qu'il pétrit. Et là, il s'y installe en boule. Et voilà, ça s'arrête sur le ventre. Okay. Il ronronne, il se met en boule sur le ventre. Elle met une main, les deux, enfin, elle met les mains sur Minou. Et les voilà qui s'endorment, heureux. C'est le rituel. Mais cette nuit-là, il se passe quelque chose. Cette nuit-là, au plus profond de la nuit de la vieille fille. Tout à coup, son corps se dédouble. La voilà qui devient légère comme le vent, qui se soulève, qui passe à travers les persiennes. Et la voilà dans le ciel noir.
Et tout à coup, une lumière blanche, minuscule, là-bas, dans le fond. Une lumière qui grossit, qui prend forme, des grandes ailes blanches, et un regard d'une beauté, un ange devant elle. Il lui dit, je suis venu t'offrir le miracle que tu souhaites. Je suis venu te donner ce qui aura de plus cher dans ton cœur. Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Elle bafouille, elle rougit, et puis la voilà qui dit en bégayant légèrement, ce que je voudrais, c'est que mon chat il devienne un homme. Ben, l'ange sourit, puis flop, 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 il disparaît. Elle... Au réveil, elle a tout oublié de son rêve. Elle se lève comme tous les matins, elle prépare sa tisane, bol fumant. Minou! C'est la première fois qu'il ne vient pas quand elle l'appelle. À 11h, Minou! Midi, 13h, l'angoisse monte. 14h, 14h15, 14h20, 14h25, elle se souvient du rêve. Mon Dieu! Si ça tombe, comme il dormait sur mon ventre, il a tout vu de mon rêve, mon Dieu, j'ai honte, il ne me pardonnera jamais, il ne viendra plus. Et puis vient le moment du coucher. Ah, elle respecte quand même le rituel. La voilà qui se glisse sous les draps de coton blanc face à la porte entrebâillée, et puis... Minou? Je prends du temps parce que j'aime tellement cette image. C'est pas une petite patte velue. C'est une large main. Et puis un bras à l'épaule. Le torse et le visage. Le visage aux cheveux ébouriffés de cet homme, et puis son œil vert et son œil bleu. Il se redresse, il est debout, nu dans la lumière de la lune. C'est à ce moment-là que la vieille fille décide de faire l'enclume. La pauvre, c'est comme si ses poumons étaient devenus du béton brûlant. Et lui, pendant ce temps-là, il marche avec une lenteur à la fois agaçante et délicieuse, voyez, toi. Et le voilà qui ondule dans la lumière de la lune jusqu'à côté du lit de la vieille fille. Il s'assied. Et puis, dans le cou de la vieille fille, il vient ronronner à la manière des hommes. Et le voilà qui mordit doucement la peau, le cou, les épaules de la vieille fille. Elle fait toujours l'enclume. Hein. Puis du bout des doigts, il commence à pétrir. Du bout des dents, du bout des lèvres, le voilà entre les deux seins majestueux de la vieille fille. Du bout des doigts, il pétrit le sommet de ses collines confortables. Il ronronne toujours. Le voilà qui arrive sur le ventre de la vieille fille, qui essaye d'y enfoncer son visage, ses mains, qui la grippe. Elle fait toujours l'enclume. Et le voilà qui descend plus bas, parce que quand même c'est un homme et plus un chat. Et le voilà qui arrive, les yeux face à cette forêt vierge. Et quand je dis vierge, ce n'est pas une expression. Cette forêt luxuriante, abondante et tellement humide. Voilà qu'il y farfouille du bout des doigts, voilà qu'il y farfouille du bout de la langue, voilà qu'il y trouve des petits génies prêts à fleurir, à se gorger de sucre, de vie, de plaisir. La vieille fille arrête de faire l'enclume, elle peut plus, là, tout à coup elle rugit. C'est une panthère à l'intérieur de son ventre qui rugit. Elle se cambre, elle serre les jambes autour du visage de l'homme. Elle prend ses mains sur sa tête, et puis tout à coup elle le soulève, elle le retourne, elle le plaque sur le lit, et voilà qu'elle l'enjambe. Et cette fois-ci, c'est elle qui vient renifler les odeurs d'abord derrière l'oreille, et puis dans le cou, et puis le torse velu. Elle y met les mains, et puis enfin, en fait, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, soyons honnêtes. Elle descend là où le fruit secret, enfin, elle va pouvoir le voir, le toucher, le palper, le goûter. Ça y est, elle y est. Elle a la tête devant le fruit. Elle retourne s'asseoir au bout du lit et elle n'a pas l'air très contente.
Lui, il s'assied à côté d'elle, il a un sourire narquois. Tu vois, si tu m'avais pas fait castrer. Il est probablement le seul conteur qui sait très exactement à quel moment il va passer lors d'une soirée apéro-conte. Et oui, c'est parce qu'il passe toujours le dernier. En quelque sorte, il est pour moi la cerise sur le gâteau. Alors ce n'est pas parce qu'on est en vidéo que l'on va changer nos habitudes. Nous allons terminer avec Farid Azgi. Farid, eh bien, quand il était dans son pays natal, l'Algérie, il était comédien. Et il est arrivé un jour en Belgique, il est devenu conteur. Mais il a en plus pour lui ce sens du one-man show, du stand-up qui fait toute la différence. On le retrouve avec une histoire où il nous raconte ses démêlés conjugaux avec l'amour de sa vie, Melika. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'ai vraiment besoin de toute votre attention parce que je suis complètement perdu. À cause de toutes mes bêtises, je crois que j'ai perdu l'amour de ma vie. Ouais. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qui est humainement possible. C'est une belle phrase. Hein? J'ai fait tout ce qui est humainement possible. J'ai tout essayé pour sauver mon amour, mais c'était sans espoir. On avait atteint le point de non-retour il y avait déjà bien longtemps. Et j'étais au bord du précipice. Il me restait qu'une seule chose à faire. Non. Une idée réjouissante et jouissive qui m'a été suggérée par un imam, et qui est resté accroché à mes cellules nerveuses. Alors, je me suis dit, Farid, tu vas tenter le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Alors je lui ai dit, Melika, puisque nous sommes des orientaux, on devrait peut-être envisager, toi et moi, d'épouser une deuxième femme. Eh bien, vous savez quoi, mesdames et messieurs? En lui disant cela, j'ai fait un grand pas en avant et je suis tombé du précipice. C'était le plus grand rabat de toute ma vie. J'ai atterri sur les rochers. Je me suis relevé, oui, mais complètement disloqué. Voilà. Et je marchais au bord de la mer, lamentablement, comme un zombie. Voilà. Et en traçant derrière moi des sillons, avec toutes les chaînes et les sacs remplis de misère que je traînais derrière moi. Et cela, sous un soleil de plomb, liquide. C'était pas à Bruxelles, c'était à Alger. La chaleur était vraiment insupportable. Incroyable, comme si que le soleil, armé de ses rayons, tel une faux, me ravageait le cerveau. Je n'en pouvais plus. J'avais qu'une seule envie, c'était de me jeter par terre et de crier « Laissez-moi mourir !» Ah, c'est quoi ce soleil de merde? Laissez-moi, je veux mourir. Bon, là, j'exagère un peu. Enfin, quoique, j'ai vraiment pas été loin. Parce qu'à un moment donné, j'en ai eu ras la chéchia et j'ai fini par déposer mon cœur par terre. Comme on dépose un sac de pommes de terre. Je ne pouvais plus bouger. Je ne voulais plus bouger. Rien au monde ne m'aurait fait bouger. Quand soudain, j'ai bougé. J'ai bougé parce que j'arrivais pas à croire mes yeux. Une créature est sortie de la mer et elle venait vers moi. C'était pas une créature du style Zama. Non, non, une créature. Elle avait des cheveux magnifiques. Et malgré le sable, elle avait une démarche féline. Je te dis, pas vraiment chaloupée à merveille. Ensuite, elle s'est agenouillée en face de moi et elle m'a dit « Farid, on dirait que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. » Je lui ai dit « Non, pas du tout. Je porte juste la mienne, mais tu peux me croire, hein, elle est aussi lourde que le monde là dont tu me parles. Là. Mais pas de problème. Si toi aussi, t'es comme moi et t'as quelques sacs de misère qui traînent et dont tu voudrais t'en débarrasser, tu peux les charger. Hein, comme ça va m'achever et crois-moi, ça me rendra plutôt service. » Et alors, avec ses grands yeux noirs, on aurait dit deux petits ristretto, elle m'a donné un regard qui a ouvert toutes mes vannes. Et j'ai débordé. J'ai tout déballé. Wallah, elle s'est sortie tout seule. On aurait dit une cascade. Je lui ai dit, j'ai tout raté. Ma vie, aujourd'hui, c'est un fiasco total. Melika,
mon amour, elle m'a pris par la peau des fesses et elle m'a défenestré. Je te jure. Tu crois que je suis là pour raconter des histoires? Ensuite, elle a fait ses bagages et elle a tout mis dedans. Les meubles, les enfants, le jardin et même la maison. Et comme c'est elle, Zama, qui généralement emmène les enfants à l'école, elle a pris la voiture et elle l'a mise dans son sac à main. Comme ça, Farid, je te laisse le khara. Et comme si que le khara, c'est pas suffisant, dans mon travail, je me suis fait virer sans indemnité comme un malpropre. Alors tu comprends, hein, mademoiselle? J'ai tout perdu. Je suis devenu un vagabond, un bon à rien, une marchandise avariée. Et à part ça, ça va. Hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Alors elle me dit, Farid. J'aime bien quand on m'appelle comme ça, Farid. Parce que Farid, ça veut rien dire du tout. Mais Farid, ça me donne l'impression que je suis quelqu'un d'unique, quoi. Parenthèse, hein. Farid, en arabe, c'est unique. Alors, elle me dit, Farid, mais je ne suis pas venu pour t'accabler. Bien au contraire, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Je lui ai dit, attends. Laisse-moi réfléchir. Dans ta phrase, tu as utilisé le pluriel. Hein? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Elle me dit oui, bien sûr. Je lui dis pop, ne nous emballons pas. Dans l'état où je suis, franchement, il faudra m'abreuver de tes bonnes nouvelles doucement. Tu y vas, douga. Hein? Parce que j'ai pas envie de mourir. Tout à l'heure, c'était une blague. Hein? Alors elle me dit, ta femme. Oui. Elle te cherche. Ah bon? Oui, alors? Elle regrette. Écoute, bon, maintenant tu peux y aller franchement. Je me sens beaucoup mieux. Je suis déshydraté, certes, mais je ne suis pas débile. Alors elle me dit, il faut que tu retournes tout de suite chez toi à la maison. Il y a toute ta famille et tes amis qui t'ont préparé une belle fête pour ton retour. Tes enfants trépignent de patience pour que tu reviennes. Et ta femme sur le seuil de la porte, habillée de rêves et de désirs. Elle attend patiemment que tu reviennes attiser la flamme qui est en elle pour encore une fois votre amour puisse s'embraser et vos deux cœurs deviendraient combustibles. Et les bonnes nouvelles, c'est comme les emmerdes. Ça vient en cascade. Parce que pour couronner le tout, ton patron, il a appelé. Il s'est trompé sur toi. Tu es quelqu'un de bien, Farid. Il veut que tu récupères ton poste avec augmentation et voiture de service. Sur ce, tu vois, elle s'est levée, elle a tourné les talons et a commencé à donner du courant d'air à ses pieds. Et en la regardant partir, je me suis dit, sacré nom d'un chien épuré de coq, comme si qu'un deuxième soleil s'était levé et la chaleur est devenue beaucoup plus chaleureuse. Et là, comme si je recevais une gifle, j'ai réalisé bêtement que je ne savais pas qui c'était, ni d'où elle venait. Enfin si, elle vient de la mer, mais comment elle s'appelle? Alors je me lève et je cours vers elle. Enfin, quand je dis je cours, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Mademoiselle, mademoiselle. Elle me dit oui, se retourne. Y a-t-il autre chose? Je lui dis quoi? Autre chose? Comment ça? Tu es venu en 2 mots, 3 phrases, tu as complètement changé ma vie. D'une épave, tu as fait de moi un homme heureux. Non, mais s'il te plaît, pour l'amour du ciel, dis-moi, qui es-tu? Aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Quand j'y pense, je me dis, j'aurais mieux fait de ne pas poser la question. Elle m'a répondu, mais Farid, ça dépend de toi. C'est comme tu veux. Je suis une sirène. Je suis une hallucination. Enfin, si tu veux vraiment le savoir, ya Hamar, je suis ton insolation. C'était trop beau pour être vrai. Et depuis ce jour-là, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on n'a pas le même soleil.
Le soleil que vous avez ici, je te jure, il est gentil. Il a toutes les qualités du gendre idéal. Mais chez nous, il est méchant. Il est méchant, il m'a fait perdre la raison. Parce que, comme les compagnons d'Ulysse, j'ai suivi le chant de la sirène. Et j'ai pris la mer. J'ai traversé toute la mer Méditerranée sur un radeau. Il était grand, hein? Et j'ai échoué ici, parmi un peuple que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Alors je me suis dit, il faut communiquer. Tu vois, donc parce que la communication, c'est l'élément fondamental pour la connaissance des peuples et de l'humanité. Et pour communiquer, moi je communique. Pas de problème. Je parle français, je parle anglais, je parle l'arabe, je parle pas du tout flamand. Je parle avec mes mains, ça compte. Hein? Mais surtout, je parle avec mon cœur. Et parfois, aussi, je parle trop. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce soir et je vous dis Dankeschön. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette session vidéo et j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à suivre toutes ces histoires, en tout cas autant de plaisir que moi à fouiller dans les archives de Racontance et à ramener ces quelques perles. Alors, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, oui vraiment à la partager à vos amis et connaissances, de manière à leur faire découvrir mieux cet univers du conte et surtout à rappeler que le conte, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est surtout pour réveiller les adultes. Et puis surtout, dès que c'est possible, allez voir des spectacles de conteurs. Vous ne le regretterez pas, car l'art du conte, c'est d'abord un art de la relation, une relation très particulière entre celui qui écoute et celui qui raconte. À très bientôt.